Aujourd'hui, je m'entretiens avec le fondateur des Cuisimères, Laurent Normand, et son fils Dan, ici même à Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Monsieur Normand, Dan Normand, le fils de Laurent, merci beaucoup de nous recevoir en entrevue, c'est très gentil de votre part. Cuisimères, comment ça a commencé? Ça a commencé à fin 1991, ça a été mis en place en 1991. Ça a commencé parce qu'on était obligé à un moment donné à la pêche de vendre notre poisson du côté américain. C'est pas parce qu'il n'y avait pas d'usine du côté du Québec, il y avait des usines du côté du Québec, mais le côté nord de la Gaspésie n'était pas trop bien servi, surtout à la hauteur de Mont-Louis. Il y avait un marché qui était pour l'époque très attirant du côté de Boston, à savoir le poisson entier. C'est qu'un bon matin, on s'est décidé surtout pour la plie, les espèces de poissons plats, de mettre en place une usine qui allait se spécialiser dans la transformation des poissons plats. Les 4 espèces de plis, la plie rouge, la plie de l'aliment à queue jaune, la canadienne, puis la plie grise. Fait que là, vous avez, avec votre femme... Ça fait que là, on a demandé un permis de transformation, ce qui n'a pas été évident à avoir par rapport au fameux moratoire qu'il y avait là-dessus à l'époque. Le moratoire sur les permis. Sur les permis? Les permis, oui. Parce qu'il y a un moratoire qui est imposé sur les permis à l'époque? Les permis dans les espèces traditionnelles. OK. Mais on se considérait dans les espèces qui n'étaient pas traditionnelles. Parce qu'on était dans les poissons, on visait les poissons plats, la plie grise surtout, puis la plie canadienne. Puis là, finalement, vous avez obtenu le permis? Ah, ça a été long, ça a été toute une bataille, à un point tel qu'à un moment donné, il y a un ministre qui m'a dit, si j'étais à ta place, moi, là, je me découragerais et j'arrêterais. Je me disais, garde, avant que je me décourage. Et moi, j'en ai un bon 10 parmi. Hein. Puis là, vous l'avez obtenu, comme on dit, de bataille? On l'a obtenu de ténacité, là. Puis la recherche de financement à ce moment-là, est-ce que c'était plus facile ou est-ce que c'était difficile quand même? On ne recherchait pas trop le financement, on recherchait le permis. Le permis. Mais une fois le permis obtenu, le financement est-tu venu facilement avec? Ça n'a jamais été facile, du financement dans les régions. Dans les régions, en tout cas, si tu n'as pas dans tes poches l'équivalent de ce que tu vas avoir, on croit ou on ne croit pas au projet, puis on a tendance à ne pas trop croire au projet. Puis dans votre cas, comment ça s'est passé? Dans notre cas, ça s'est quand même assez bien passé. Vous avez obtenu de l'aide d'une institution financière, du gouvernement? Pas trop du gouvernement. Pas trop du gouvernement? Pas trop du gouvernement. On a réussi à convaincre les institutions d'embarquer dans le projet avec nous autres. Parlez-moi des premières années. Comment c'était? C'était pas évident. C'était pas évident parce que moi, je pêchais en même temps à la transformation. Puis on était quand même en 91. La famille n'était pas âgée. Il y avait des jeunes. Il y avait Dan, il y avait David, puis Samuel qui est arrivé dans le décor. C'était pas évident parce qu'Hélène travaillait au CRSC. Moi, je travaillais à l'usine, puis j'avais mon bateau de pêche à m'occuper. Et avec trop de temps à terre, on m'a enlevé mon permis, puis on m'a enlevé mon droit de pêche. Ça fait que j'ai toujours resté à l'usine. Quelques années après, Hélène est venue me trouver pour me supporter dans toute l'aventure. C'était pas évident. Pour l'économie locale, quand même, une entreprise comme celle-là, c'est important. Bien, pour l'économie locale, je pense qu'il faut reconnaître que c'est même très important. C'est des PME, puis c'est des PME qui méritent d'être là. Puis qui méritent que le milieu s'intéresse à l'économie locale puis aux PME. Aux impacts que ça apporte aussi. C'est fort. On fait juste prendre le plan du quai ce matin. Le quai est plein. Ça, c'est tous des pêcheurs qui sont indépendants. C'est tous des équipages de 4-5 hommes. C'est des gars qui vont mettre du pétrole au dépanneur du coin. C'est des gars qui vont à l'épicerie du coin. Les casse-croûtes, qui viennent manger dans les casse-croûtes, qui viennent dans les déjeuners, qui font venir des camions de l'extérieur, soit pour les approvisionner en diesel, ou des fois, il y a des gars qui sont sous-traitants, donc il y a d'autres camions qui viennent pour venir chercher leur prise. Ça a tous des impacts
on est tous interreliés. C'est des petits villages comme qu'on est. S'il y en a un qui va bien, ben, ça va avoir des répercussions sur... Puis c'est en majorité des femmes qui ont commencé à travailler à l'usine. Mais en 84, si je reviens là-dessus, là, le quai, là, il devait disparaître. Là. C'était un quai à rétrocéder, ça aussi. Parce C'est ça. parce que la mine avait fermé? Non, ça non, avait parce pas- qu'il n'y avait plus Il n'y de... avait plus d'efforts de Il n'y avait pêche. plus d'effort de pêche, il n'y avait pas d'achalandage au quai. Ça fait qu'il y en avait déjà une partie d'enlever. Fait qu'il a fallu arrêter cette hémorragie-là, puis commencer à demander de la construction. L'achalandage a fait que les tendances au niveau des politiciens puis au niveau des fonctionnaires, ont commencé à changer, puis à penser que c'était un endroit qui était propice au développement. Il ne faut pas oublier que dans la petite histoire, Mont-Louis est un des milieux, un des plus vieux sites de pêche au niveau du Québec, le premier ou le deuxième. Si on n'est pas les premiers, on est les deuxièmes, on n'est pas loin, là. Dans les plus vieux sites de pêche. Il y avait déjà eu une cannerie de homards. Dan te parlait de homards. Tout à l'heure, il y avait déjà eu une cannerie de homards. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, dans nos revendications, on a demandé une étude pour le homard, puis qu'on a obtenu qu'il y ait un permis de pêche dans notre secteur. Je ne serais pas surpris que dans les années à venir, qu'il va y avoir des permis qui vont sortir du côté de Saint-Anne-des-Monts, Capcha, jusqu'à Matane. À un moment donné, quand tu laisses tout aller, tout s'en va, on n'aura rien eu. Parce que dans le fond, la création d'emplois elle dépend d'abord, évidemment, de gens comme vous qui ont été en mesure de mettre sur pied une usine comme Cuisinart. Elle a cru, l'usine, au fil des ans. On a passé au travers de différentes tempêtes. Comme par exemple? Le moratoire. Le moratoire. Le moratoire a fait mal. Mais justement, parce qu'ils croyaient en ce qu'ils faisaient, puis leur ouverture, ils ont fait quelques missions économiques à l'extérieur du pays. Une, entre autres, que moi j'ai participé, qui était au Sénégal. Je suis allé à Dakar. Lorsque le moratoire sur la morue est arrivé, on croyait qu'il pouvait y avoir une espèce de poisson blanche qui pouvait peut-être venir compenser. On est allé, puis on est allé acheter un conteneur de poissons là-bas pour pouvoir en faire une transformation ici. On a essayé plein de choses. On a fait de la transformation d'aiguilles communs. Il y avait une partie avec un laboratoire qui explorait pour trouver un remède contre le cancer avec la colonne vertébrale du poisson. On a fait des hivers, on a travaillé des hivers à faire l'éperlan qui venait du côté sud de la Gaspésie. On a importé du poisson qui venait d'Europe à des grands bateaux usines pour en refaire une deuxième transformation, pour faire du filetage avec, pour pouvoir le vendre à l'état décongelé. On est allé, la plus récente, c'est vraiment ce qu'on a fait en France. On est allé acheter un concept de charcuterie de poisson qui date de 2010. Donc, on a toujours évolué là-dedans. Les tempêtes, on a toujours su, là, ils ont toujours su nous inspirer là, à passer au travers, puis à se relever les manches, puis à pousser fort. Parce que je comprends que vos frères sont avec vous dans l'entreprise? Même, j'ai un de mes frères, lui, qui travaille plus de terrain, là, qui est à l'entretien des équipements. Le troisième de mes frères, lui, c'est un pêcheur. Donc, éventuellement, si jamais on lui laisse l'opportunité de pouvoir acquérir un bateau de pêche, j'ose espérer qu'on va pouvoir faire de la business ensemble. Un bateau de pêche, ça vaut combien? Ah, c'est dans les millions. Dans les millions. C'est dans les millions. C'est des belles PME aujourd'hui, un bateau de pêche. Là. C'est plus le petit flotte à la rame là, le long de la côte là, qui rentre avec 100 livres ou 200 livres de morue. On est loin de là. Parce que les auditeurs là, qui sont à Montréal puis à Québec, là, vous dites un bateau de pêche, ça vaut une couple de millions. Évidemment, on parle ça prend un équipage. Ça prend... Ben, tout d'abord, ça prend un permis. Ça prend un permis. C'est pas n'importe qui peut aller à la pêche. Ça, j'imagine, c'est comme en agriculture. Ça prend une formation. C'est comme les quotas en agriculture. C'est-à-dire qu'on ne pêche pas qui veut. Ne pêche surtout pas qui veut. Comme vous dites, ça prend de la formation, ça prend... Ça prend de la formation, ça prend de l'expertise, ça prend justement... Il y a tout plein de règles administratives qui existent dans le système. Puis il faut que tu puisses cadrer dans une de ces règles-là pour être en mesure de pouvoir acquérir
le permis de pêche. Ce qui a une grande valeur, c'est le permis de pêche. Si tu as beau avoir le bateau que tu voudras, si tu n'as pas le droit à la ressource, si tu n'as pas l'autorisation d'aller capturer l'espèce que tu veux, mais Un bateau, un 55 pieds qui part pour la crevette, là, ça prend 2 classes de capitaine à bord aujourd'hui. Là. Fait qu'un jeune, là, faut qu'il aille à l'école. Puis les capitaines, pas les capitaines, c'est-à-dire les pêcheurs, il y a moins de pêcheurs aujourd'hui qu'il y en avait il y a quelques années. les rationalisations, on fait Ah oui, la rationalisation. Rationalisation dans le... Dans la flotte. dans la flotte. Dans la flotte? Dans les différentes flottilles, il y a eu des rationalisations. Il y a des groupes de pêcheurs à qui ils doivent offrir le permis à leur propre unité, Groupe. à leur propre groupe à eux, avant de pouvoir aller à l'extérieur. Donc ça amène une rationalisation. Donc l'effort de pêche est toujours là, sauf que c'est le nombre de pêcheurs qui diminue. Donc les perspectives pour Cusimer sont d'autant plus bonnes. Bien, sont d'autant plus bonnes. Dans notre cas, nous, on est des transformateurs de poissons de fond. Donc, les signes sont encourageants qu'il y ait une reprise de la pêche au sébasse d'ici 2 ans. C'est un poisson qui était sous moratoire. La morue donne de bons signes dans l'un des secteurs. Est-ce qu'il y aura une reprise à 100% comme c'était? On ne veut pas que ça revienne. En tout cas, nous, notre vision, on ne veut pas que ça revienne avant. On veut comme c'était avant. On veut transformer le poisson autrement. On veut vraiment aller viser des secteurs où est-ce que c'est qu'on va aller sur des marchés de niche, aller chercher vraiment le meilleur de la qualité du produit. Donc, ce qu'on pense, c'est des plus petits voyages, mais à plus haute qualité, plutôt que d'aller chercher des captures à volume, à faire des voyages à volume, parce que c'est que les gars viennent et que le bateau est plein, mais que finalement la qualité est peut-être moins. Nous, ce qu'on vise vraiment, puis ce qu'on veut travailler avec les gens avec qui on travaille, c'est vraiment en fonction de la qualité du produit. Il y a plusieurs pêcheurs aujourd'hui là, que la mentalité, ça a changé. Là. Par exemple, donnez-moi un exemple de ce qui était la mentalité avant puis maintenant aujourd'hui. Ben avant, on ne s'occupait pas ça trop de la qualité. Aujourd'hui, l'accent est mis là-dessus. La Puis- qualité du produit. Du produit. Parce que Puis la technique de pêche, tout ça évolue dans le même temps. Là. Il y a un bouleversement qui se fait dans la pêche, qui n'est pas trop visible, qui n'est pas parlé, puis qui a drôlement avancé. Tu sais, on est allé souvent du côté du Québec, on est allé en Europe voir ce qui se passait là-bas au niveau des pêches, essayer d'améliorer notre sort de ce côté-ci de l'Atlantique. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a du monde qui part de là-bas pour venir voir comment ça se passe ici. C'est ça qu'on a renversé les tendances. On est capable de faire notre propre développement au niveau des techniques de pêche. On est rendu du grand monde dans le secteur de la pêche. Là. c'est plus de la pêche traditionnelle, comme vous disiez là, tantôt. Là. C'est plus la pêche traditionnelle de l'autre époque. Puis, heureusement, tu sais, on apprend assez souvent de nos erreurs. Il y a peut-être eu des moments donnés où les usines ont été abondées de poissons, main-d'œuvre, Pas trop qualifié. bien qualifiée, mais à la fin de la journée, il en restait trop sur le plancher de poissons. Là. On était Aujourd'hui, il est- moins mécanisé aussi dans cette époque-là. Aujourd'hui, c'est géré. Là. C'est le bateau, s'il faut qu'il attende une demi-journée pour débarquer, il y a de la glace à bord, puis il reglace son poisson quand il arrive au quai. S'il veut attendre 3-4 heures pour débarquer, le poisson est bien protégé, il n'y a pas de problème. Les cales sont étanches. Les cales, c'est glacé au maximum. Parce qu'aujourd'hui, en plus de ça, évidemment, il y a des normes phytosanitaires qui sont un petit peu plus élevées qu'elles étaient. Mais les normes gouvernementales, les normes d'exportation aussi nous imposent aussi là, un autre genre de gestion. Bientôt, il va falloir, lorsqu'on va exporter notre poisson, sur la caisse, identifier le pêcheur, la zone de pêche, la journée que le poisson a été pêché, puis le moment où le poisson a été transformé. Toutes les mesures de traçabilité, dans le fond. Toutes les mesures de traçabilité de A à Z. Puis ça, bien, ça s'en vient dans le langage de notre secteur d'activité à nous présentement dans le poisson de fond. Ça l'est ailleurs, mais nous, ça s'en vient vers ça. Donc, tu n'as pas le choix de suivre le courant, sinon tu ne pourras plus vendre. Donc, Moi, tu n'as pas regardé, nous autres, pour des protocoles de contrôle de qualité, là. Protocoles Ce de... qu'on appelle les protocoles ACEP, là, entre autres. OK. Entre autres. Mais au-delà de ça.
Parce que le marché pour Cuisinart, c'est quoi? C'est d'abord l'exportation? Principalement l'exportation. Vers où? Ben, depuis 5 ans, on a diversifié un peu nos ventes. Je dirais depuis aller jusqu'à 2012, 2011, 2012, c'était principalement les États-Unis et le marché du Québec. Depuis 2012, on exporte vers l'Asie, entre autres. Le marché a migré. Coréen, chinois? Présentement, c'est plus vers la Chine. OK. Le marché a migré. Lorsqu'on vendait principalement aux États-Unis, on faisait du filet avec notre poisson. Tandis que là, en exportant vers l'Asie, eux, ils veulent avoir le poisson à l'état entier. Donc, on catégorise le poisson selon la qualité, mais également selon la taille. On les emballe dans nos boîtes. Puis par la suite, c'est congelé avec les certificats nécessaires avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Puis selon les exigences du pays vers lequel on s'en va. Donc, l'équilibre là, qui était auparavant à peu près 85% États-Unis, 15% Québec, Québec-Canada, je te dirais maintenant c'est pas loin de 50%, 50 à 60% vers l'Asie, 15% environ vers les États-Unis, puis la différence ici au Québec. On parlait tantôt de l'impact économique d'une entreprise comme la vôtre sur Mont-Louis, sur la Gaspésie. Vous me parliez de combien d'employés déjà ici? Une cinquantaine, évidemment. On peut multiplier par 2,5 le nombre d'emplois indirects que ça... En Gaspésie, c'est plus que ça. Bien, parlez-moi-en justement, quand on parle d'une usine comme la vôtre pour la Gaspésie, si on fait un zoom-out un peu puis on regarde le développement de la Gaspésie, est-ce que ça prend d'autres cuisinières en Gaspésie? Est-ce que ça prend d'autres entrepreneurs comme vous? Ça peut prendre d'autres cuisinières, ça prend de la PME en Gaspésie. Là, je trouve ça quand même intéressant parce qu'il y a des jeunes, des nouveaux arrivants, surtout dans le secteur de Mont-Louis, qui arrivent et qui partent des petites entreprises. Ils s'autosuffisent, ils sont 2, 3, 4, ils se regroupent ensemble, puis ils partent des petites PME. C'est pas gros, là. Mais à un moment donné, ça va se greffer à d'autres entreprises, ça va devenir des PME qui peuvent devenir intéressantes. Au niveau des terres qui ont été abandonnées, un paquet de terres qui n'est pas cultivé aujourd'hui, là, il reste des choses à faire en Gaspésie. Quand on dit gardien, c'est parce qu'il y a de quoi faire. Qu'est-ce qui mériterait d'être développé? Vous parlez des terres. Est-ce qu'il y a d'autres... C'est sûr que le côté agricole, il y a de la place pour faire plus que ce qu'on fait présentement. En tout cas, nous, on croit. La valeur ajoutée de nos produits, on est toujours... La mentalité qu'on avait auparavant, c'était toujours nos produits primaires, une transformation très basique, puis après ça, on l'exporte, on le vendait. Moi, je crois fortement que maintenant, il y a de la place pour donner des valeurs ajoutées à nos produits. Il y a de la place pour nous, il s'agit juste d'être en mesure de développer ces marchés-là. Oui, on est dans des régions éloignées, mais maintenant, avec les modes de transport qu'il y a, puis de diffusion d'informations, de savoir les inventaires en temps réel, il y a de la place. Moi, je suis convaincu qu'il y a de la place pour les produits à valeur ajoutée. Les gens dont vous parliez tantôt... C'est Montréal qui est loin, c'est pas nous autres. C'est ce que je m'en allais dire si on regarde par rapport à l'Europe. Au départ, mon cher ami, Jacques Cartier, c'était Gaspé, le point zéro. Le kilométrage commence là. Ça fait que Montréal est loin. Les jeunes qui sont ici, c'est des jeunes qui sont revenus ou c'est des jeunes qui sont venus s'établir ici? Qui viennent S'établir. C'est des nouveaux arrivants. Ouais. Qu'est-ce qui les a amenés, d'après vous, à venir s'établir ici? Le rayonnement de Mont-Louis. Mont-Louis, ça a du vécu quand même, Mont-Louis. Ça a commencé avec les pêches. Ça a été la plaque tournante de la Gaspésie au niveau de la forêt. On partait de Matane à pied pour venir travailler à Mont-Louis. On partait de Gaspé à pied pour venir travailler à Mont-Louis. Mont-Louis était la plaque tournante au niveau de la forêt. Puis les pêches ont toujours eu une importance assez forte pour les gens de Mont-Louis. C'était intéressant de partir une entreprise dans le secteur de la transformation puis des pêches quand que tu sais que c'est dû à Mont-Louis. Ça fait partie de son ADN. Ça fait partie des gens de Mont-Louis. Ça fait que c'était intéressant.
On n'a jamais eu de barrière comme telle par la population. Puis, Mont-Louis et les alentours nous ont fourni une main-d'œuvre qui est vouée. intéressé. Ouais, mais qui est vouée. Tu sais, tu arrives à des places, ils ont tout hâte ils n'ont jamais hâte d'arriver à l'usine, ils ont tout le temps hâte de s'en aller. Les employés qu'on a dans la transformation, surtout dans la transformation, là, on a une main-d'œuvre qui est un peu hors. Ça fait longtemps que vos employés travaillent pour vous ou J'ai des employés qui sont ici depuis... Depuis 87. Depuis 87? Ouais. Parce que dans le fond, la rétention de la main-d'œuvre est déjà difficile. Je veux dire, quand on réussit effectivement à retenir, à intéresser des employés et à les amener à se dépasser dans l'entreprise. Un exemple très banal, puis je suis sûr qu'il y a des gens qui à l'extérieur ne peuvent pas vivre ça, mais moi, bien souvent, il arrivait un camion qui était devant la porte à midi, puis la commande n'était pas complétée. Puis tout le monde se regardait sans même que je leur demande, on continue dessus. On finit la commande, c'est important pour l'entreprise, puis c'est notre gagne-pain. Puis tu sais, il y a 2 ans, mes parents ont pris une décision de vendre l'entreprise, puis on a fait une petite conférence de presse locale, les employés étaient conviés. Je te dirais, tout le monde pleurait quand on leur a annoncé, puis ils étaient sous le choc. Vous l'avez vendu à? Un groupe de pêcheurs, une vision qui était... On avait déjà fait une mission commerciale avec eux autres. On ne s'était pas trop mêlés parce que c'était quand même des compétiteurs, à quelque part. Mais quand on se parlait, c'est facile de voir qu'il y avait les mêmes visions que nous autres. Parce qu'on ne voulait pas vendre à n'importe qui non plus, là. C'est bien beau vendre, là, mais... Ce sont des pêcheurs d'ici? Ce sont des pêcheurs du côté sud de la Du côté sud de la Gaspésie. Du côté sud. Est-ce qu'ils ont pris des engagements à l'égard du maintien de Cuisemer à Mont-Louis? Bon, les engagements, dans une entreprise, c'est compliqué de prendre des engagements pour le futur, parce qu'on ne sait jamais c'est quoi qui va se passer. Demain matin, il y a un manque flagrant au niveau d'une espèce, puis ça peut mettre en danger une usine. Ça fait que j'aurais même pas osé leur demander de prendre des engagements fermes. Mais en même temps, Je connais trop le secteur pour ça. mais en même temps, ils sont, comment je peux dire, ils ont acheté un actif qui est extrêmement important. Ils ont acheté, je te dirais, tout le paquet, Nous y compris. Vous y compris. nous compris. L'expertise que mes parents ont, que ce soit mon père avec ses différents contacts dans le secteur des pêches. Le secteur des pêches, c'est pas juste au niveau de la capture, là, c'est grand. Là. Non, C'est c'est... socio-économique. Là. Puis c'est le politique aussi qui va alentour de ça. Ma mère, avec son expertise en gestion puis en comptabilité. Mon frère David, qui fait l'entretien, qui est un touche-à-tout, qui est capable de réparer à peu près n'importe quoi avec un Westcott. Puis, sans vouloir me vanter, la reconnaissance que moi j'ai dans le milieu, là, les gens, je suis reconnu, je siège sur de nombreux comités, les gens ont aimé la vision que j'ai. J'ai des qualités de gestionnaire aussi qui les ont attirés. Donc, ils savaient aussi les performances de l'entreprise. Donc, quand je dis un tout, là, c'est vraiment un tout. Ils nous avaient regardé aller. C'était... Ils nous ont regardé aller. Il avait compris que ce qui acquérait, ça avait une très grande valeur. Oui, je pense que oui, je suis d'accord. Mais il y aurait pu, ça n'aurait pu être d'autres, puis il ne l'aurait pas eu. On n'aurait pas vendu. À un moment donné, des fois, c'est... À un moment donné, c'est ça. M. Normand, Dan Normand, merci beaucoup. C'est plaisir.